Ok, la dernière fois t'as bien parlé de héros sans cap, mais ils avaient quand même des pouvoirs. Je vois. Je crois que j'ai un truc. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Iron Man? Devenu l'un des super-héros les plus populaires de l'écurie Marvel, le génie playboy philanthrope milliardaire n'a pas toujours été le héros que l'on connaît aujourd'hui. Pour mieux comprendre la création du personnage, il faut remonter bien avant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et une chose est sûre, ça ne va pas très fort pour les super-héros de Martin Goodman. Martin Goodman, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le fondateur de Timely Comics, l'ancien nom de Marvel. Et au début des années 50, on fout à la trappe la Torche Humaine, Namor et le Capitaine à la bannière étoilée pour se recentrer sur d'autres histoires, la firme devenant Atlas Comics et étant bien plus tournée vers l'horreur, les westerns ou les drames de guerre. À ce moment, Goodman y fonctionne de manière très simple, regardez ce qui fonctionne au cinéma ou à la télé et sautez dans le train en marche. Il y a bien eu des tentatives pour faire revivre leurs trois héros phares en 1953 et 1954, mais sans le succès escompté. Le genre du super-héros est bel et bien mort, et malheureusement, Atlas Comics fermera ses portes quelques années plus tard en 1957, obligeant Goodman à sortir ses BD par l'intermédiaire d'Independent News. Le tout avec le deal fort peu encourageant de limiter ses sorties à 8 magazines par mois. Un coup dur quand on sait que de base, il en sortait une quarantaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Independent News, c'est une société sœur d'un certain DC Comics, donc pas étonnant qu'il ne voulait pas promouvoir la concurrence. T'as d'autres mauvaises idées? Mais tout ceci, c'était sans compter sur l'arrivée de trois hommes qui allaient relancer la machine. Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko qui vont apporter un vent de fraîcheur. Parce que du côté de la concurrence, DC vient de lancer sa Justice League, et c'est un succès. C'est donc à nos trois gaillards qu'il est demandé de concurrencer cette nouvelle équipe avec leurs propres personnages. Et ces personnages, ce sont les Avengers. Non, c'est les 4 Fantastiques, qui seront suivis par Hulk, Thor et Spider-Man. Et s'il y a bien un détail qui va différencier leurs héros de ceux d'en face, c'est leur faillibilité. On n'est pas là face à des super-héros tout beaux, tout irréprochables, mais bien face à des humains avec certes leurs qualités, mais surtout leurs défauts. Prenons l'exemple de Peter Parker qui, une fois ses pouvoirs en poche, décide de les utiliser dans son propre intérêt plutôt que de sauver la veuve et l'orphelin. Il faudra le retour karmique qui frappera l'oncle Ben pour qu'il prenne conscience que son pouvoir implique des responsabilités. Et c'est donc dans ce contexte que débarque Anthony Edward Stark. Je sais que c'est un peu étrange. Cela dit, c'est une chose de douter de la version officielle des faits. Derrière la création du personnage, on trouve Stanley Lieber, plus connu sous le nom de Stan Lee. Mais il proposera juste le personnage. Celui qui lui donnera une origin story, c'est Larry Lieber. Ouais, il a réussi à caser son frangin. Entre parenthèses, j'espère que vous avez casé tout ce que vous vouliez caser. Au crayon, on retrouve Jack Kirby et Don Heck qui donneront au personnage les traits inspirés par Errol Flynn. L'autre inspiration, c'est bien entendu l'homme d'affaires Howard Hughes. Et on peut dire que dans le contexte de l'époque, le personnage avait tout pour être très mal reçu par les lecteurs de comics, qui étaient, on va dire, légèrement anti-armes, et c'était totalement voulu par Marvel. Le truc, c'est qu'au-delà du personnage détestable qu'il est censé être, il est aussi créé comme un chevalier arthurien des temps modernes. Lequel des héros? Perceval, Lancelot? Aucun en particulier, faut juste le voir comme un chevalier médiéval dans toute sa splendeur. L'étincelle de sa vie s'est éteinte dans sa chiasse. Son esprit est parti, mais sa puanteur demeure. Est-ce que ça répond à ta question? Ce qui explique son design d'armure tout gris lors de sa première aventure en 1963, avant de passer au modèle doré. Tout ça parce que le gris, il s'imprimait très mal sur le papier. Mais ça, ils le savaient déjà, vu qu'ils avaient eu le même problème avec Hulk un an plus tôt. Il faudra attendre l'arrivée de Steve Ditko sur la série durant 3 numéros, pour qu'il rajoute la couleur rouge à l'ensemble et donner la version qu'on connaît toujours aujourd'hui. Un peu trop ostentatoire, non? Le succès du personnage est tel, tout comme le retour des super-héros, que Tales of Suspense, le magazine qui publiait des histoires d'horreur et de science-fiction, ne sortait plus que des histoires du héros milliardaire ou du capitaine d'Amérique fraîchement décongelé seulement 2 ans plus tard. Et durant cette même période, Iron Man deviendra l'un des membres fondateurs de la nouvelle équipe de Marvel, les Avengers. Déjà, on va crever un abcès tout de suite, Tony Stark n'est pas Tony Stark, mais pour vous expliquer ça plus en détail, je vais devoir vous parler de son père adoptif, Howard Stark.
Mort depuis près de 20 ans. Et tu continues à m'emmener à l'école. Alors, on va passer très vite sur les exploits du bonhomme parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. En fait non, je vais m'attarder sur un point qui est quand même très particulier dans l'univers des comics. Vous savez, quand une histoire fonctionne très bien, on a une tendance à la continuer avec la descendance du héros. Et bien souvent, ce nouvel héros va vivre exactement les mêmes aventures que ses parents. C'est un trope assez classique, pas forcément mauvais, juste terriblement flemmard. Eh bien, vous serez ravis d'apprendre que dans les comics, les parents ont déjà sauvé le monde un nombre incalculable de fois. Par exemple, vous saviez que le père adoptif d'Iron Man a fait équipe avec le père adoptif de Reed Richards pour affronter Nikola Tesla pour le compte du SHIELD? Mais pas le SHIELD de Nick Fury, le SHIELD qui existait avant sa version moderne et qui a été fondé par Isaac Newton. C'est l'espion. Ses secrets ont des secrets. Bref, à un moment de sa vie, Howard Stark va rencontrer Maria Carbonell, la petite amie d'Obadiah Stane. Mais d'avis que la relation entre les deux collègues n'a pas dû être facile tous les jours au bureau. Après ça, nos deux tourtereaux fraîchement mariés ont tenté d'avoir un enfant, mais ce bébé a eu des complications durant la grossesse. Et là où on pourrait croire que la médecine va trouver une solution au problème, on est dans l'univers Marvel et rien n'est jamais simple. Vous êtes bien accrochés? On est parti! Howard rentre en contact avec un extraterrestre du nom de Rollo, un petit gris qui lui mentionne l'existence d'un autre extraterrestre, un enregistreur rigolien, une race de robots sentients qui s'appellent par leur numéro. Ici, en l'occurrence, c'est tombé sur 451. Howard va donc réunir les 7 mercenaires, enfin les Stark 7, composés entre autres de Dum-Dum Dungan et de Thunderbolt Ross, afin de réaliser l'évasion de 451. En remerciement, le robot accepte de les aider à soigner l'enfant, tout en faisant le candidat parfait pour pousser à la croissance technologique de l'humanité. Ok, si tu veux, le bébé est donc modifié par la technologie Kree, parce qu'une troisième race extraterrestre était clairement nécessaire au bordel, sauf que 451, il a mis un bouton d'arrêt sur le gosse des fois que tout ne se déroulerait pas comme prévu. Howard s'en rend compte et tente de le contrer. Visiblement, le destin de l'humanité, ça l'intéresse moyen. Mais en tentant de bidouiller les changements de 451, lorsque le petit Arno Stark va naître, il sera mortellement malade et devra être soigné dans l'hospice de la fondation Maria Stark jusqu'à la fin de ses jours. Et pour ne pas que 451, qui a dû quitter la planète entre-temps, se rende compte que le gamin est bloqué à l'hosto, ils n'ont pas d'autre choix que d'adopter un enfant en pleine santé en espérant qu'il ne remarquera rien. Et maintenant, on peut parler des vrais parents de Tony Stark. Donc si Stark n'est pas un Stark, qu'est-ce qu'il est? Eh bien il est un Armstrong, du nom de sa mère, Amanda Armstrong. Et son père, c'est qui? Tu veux que je reparte dans les explications? Ouais? Ok. Amanda Armstrong est à la base une chanteuse, mais le SHIELD va s'intéresser à elle, pensant que sa carrière pouvait être un atout pour un agent double. Carrière qu'à ce moment elle n'a absolument pas. Elle sera recrutée par Valentina Allegra de Fontaine et deviendra une chanteuse à succès. Parce que le SHIELD est aussi promoteur de musique. Je présume. Et alors qu'elle était en route pour le club Indra, connu principalement pour être le premier endroit où les Beatles ont joué, sa couverture saute et elle se fait attaquer par un assassin. Fort heureusement, elle se fera sauver par un autre agent du SHIELD, Jude. Il n'a pas de nom de famille. Enfin si, il en a forcément un, mais il n'est jamais précisé. Et comme toujours lorsqu'une personne en sauve une autre, les deux agents deviennent des tourtereaux et 2 ans plus tard, Amanda tombe enceinte d'un petit Tony. Sauf que, coup de théâtre, avant l'accouchement, Jude dévoile sa véritable identité. Il est en réalité un agent double de l'Hydra qui avait amené plusieurs de ses collègues à l'abattoir sans autre remords. Et il proposera à Amanda de quitter le SHIELD pour aller sous la protection de l'Hydra. Évidemment, elle va refuser à grands coups de ciseaux dans la carotide, le tuant immédiatement. Choquée de cette révélation, elle décide de ne pas garder le bébé et de le donner à une famille aimante. Et je rappelle qu'à ce moment, un couple fort proche du SHIELD est à la recherche d'un enfant. C'est donc en toute logique qu'elle va le donner à un orphelinat en Bulgarie. C'est quand même du bol que Howard et Maria sont passés par hasard en Bulgarie pour tomber par hasard sur le gosse d'une de leurs collègues. En fait, c'est la procédure standard du SHIELD en cas d'adoption. Et voilà comment Anthony Armstrong est devenu Anthony Stark. Oui, parce que c'était une des volontés de la mère qu'il garde le même prénom. Et c'est aussi un coup de bol magistral que le gamin soit en réalité un génie qui va réellement faire avancer technologiquement l'humanité. Parce que, imaginez juste 2 secondes que Tony soit un débile, ça l'aurait foutu mal pour la couverture. Et tout ce petit monde, il est devenu quoi? Alors, Maria, elle va surtout être une mère aimante et pas grand chose de plus. Howard, par contre, même s'il s'est rangé de ses activités héroïques, va fonder Stark Industries et, par la même occasion, essayer de contrôler la vie de son fils adoptif, principalement sur le plan amoureux.
Il va notamment s'opposer à des relations avec Meredith McCall et Cassandra Gillespie, les filles de deux de ses rivaux. Oui, parce que une histoire à la Roméo et Juliette, c'était pas assez. Et le 15 mars, ne demandez pas l'année exacte, l'univers Marvel a une chronologie très variable, les deux parents vont être victimes d'un accident. Enfin, on devrait pas dire accident. Et pourquoi on dit pas accident déjà? Dans un accident, personne n'est responsable. Oui, parce que à la base, on a dit que c'était un accident, puis finalement, c'est plus un accident, c'est un meurtre, et choisissez votre coupable. L'Hydra, Roxxon, voire même d'autres. Mais une autre piste indique que les coupables pourraient être le Shield, sauf que dans ce cas-là, ce serait juste pour simuler leur mort. Donc si un jour ils reviennent, ce sera merci le Shield pour le trauma. Par contre, un qui est revenu un jour, c'est bel et bien Jude qui a été ressuscité par Hydra. Comme quoi il avait pas menti à sa femme quand il avait dit que l'agence prendrait soin d'eux. Par contre après il a été vaincu par Mary Jane Watson, donc pas la tête la plus futée de l'Hydre. Et Amanda, de son côté, deviendra productrice de musique à Londres avant des retrouvailles avec Tony et de prendre un poste d'intérim comme directrice de Stark Industries. Et maintenant qu'on a fini cette parenthèse, on peut enfin parler de Tony Stark. L'enfance de Tony, elle est pas tellement radieuse. Entre son père qui le considère comme trop faible pour être un vrai Stark, imaginez, il a pleuré la mort de son chien, et son inscription dans une école privée où il va devenir le martyr de ses camarades, autant dire que ça n'a pas été facile tous les jours. Ses seuls échappatoires, il les trouvait dans les livres, notamment les légendes du roi Arthur. La légende, c'est qui mérite d'être lue. Mais il va aussi s'intéresser aux grands explorateurs, Marco Polo, Vasco de Gama ou les frères White. Il aura cependant un ami à l'époque, Tiberius Stone, un autre génie avec qui il entretiendra une douce rivalité que ce soit sur le plan intellectuel ou sportif. Et aussi amoureux, parce qu'il finira par piquer la petite amie de Tony, Rumiko Fujikawa. Il y a des récurrences comme ça dans les familles. Et que ce soit Stone ou Fujikawa, les deux sont des enfants de directeurs de société qui sont plus ou moins en lien avec Stark Industries. Parce que clairement, quand on parle de Tony Stark... Notre monde est tout petit. D'ailleurs, il passera son adolescence à sortir à peu près avec toutes les filles des sociétés rivales et deviendra, aux yeux de ses professeurs, un véritable génie. Si bien qu'à 19 ans, il se fera repérer par l'armée américaine et il commencera à créer des armes pour eux. Le problème, c'est qu'en tant que génie, Tony va trouver sa vie beaucoup trop facile. Il va donc se tourner vers trois choses. Les sensations fortes, que ce soit le saut en parachute ou les courses de dragster, les relations sans lendemain. Croire que vous n'avez jamais perdu le sommeil. Je vais bien en perdre un petit peu avec vous. Et vu que ni l'une ni l'autre n'arrivait à le combler, il a été obligé de se tourner vers la boisson. Après ses études où il croisera un certain Robert Banner, pour plus d'infos il y a la vidéo sur Hulk, Tony commencera à travailler pour l'entreprise familiale, ce qui le poussera à faire la rencontre d'un autre docteur, Otto Octavius. Et on va dire que la relation entre les deux, elle ne va pas être au beau fixe, tout ça parce qu'ils ont une vision différente de leurs inventions et de leurs applications. Et là, vous n'êtes pas prêts. Tony Stark n'aime pas que ses inventions soient utilisées à des fins militaires, et Otto considère que c'est inévitable et que c'est bien mieux comme ça. Donc on a d'un côté Tony. Je préfère l'arme dont on a besoin de se servir qu'une fois. Le Tony Stark. Et que dites-vous de votre autre surnom, le marchand de mort? C'est pas mal. Qui ne veut pas construire des armes, et de l'autre, Otto. L'intelligence, ce n'est pas un privilège, c'est un don. On doit le mettre au service de l'humanité. Le Otto Octavius, comparable à celle d'un soleil perpétuel constamment renouvelé pour le monde entier. Qui est pour l'armement. Durant cette même période, il sortira avec Sunset Bane, qui, chose assez incroyable pour le mentionner, n'est pas la fille d'un rival. C'est encore pire, déjà parce qu'elle a l'âge d'Edsa Daron, mais en plus, elle ne l'aimait pas vraiment. Elle en veut à sa fortune. Non, elle en veut au secret de Stark Industries. D'ailleurs, une fois qu'elle aura eu ce qu'elle voulait, elle le quittera et fondera sa propre société, Banetronics, devenant une rivale. Ce type est quand même génial. Ces histoires d'amour, c'est soit avec une société rivale, soit ça va amener à en créer une. Tout ceci nous conduit à la mort de ses parents. Enfin, pas le fait qu'ils sortent avec Sunset. Je veux dire, c'est après la séparation que l'accident arrive. Toujours de cause inconnue. Ce moment, il va avoir un fort impact sur le playboy milliardaire qui va trouver un soutien de choix chez le majordome de la famille, Edwin Jarvis. On se connaît? Nous n'avons pas encore eu le plaisir, mais c'est le moment ou jamais. Il va se renfermer tout en laissant Jarvis s'occuper des médias. Ensuite, il va se lancer dans la robotique, laissant petit à petit de côté le côté armement qu'il n'aimait pas trop à la base. Et enfin, il va faire ce que tout milliardaire devrait faire si ses parents venaient à mourir dans un accident. Il va racheter la boîte qui a construit le modèle de voiture, trouver un défaut au niveau des freins et le réparer pour ne plus que ça arrive.
Voilà, il y en a qui s'habille en chauve-souris, lui il va directement s'occuper des causes de l'accident. On doit dire collision. Mais du coup, si c'était vraiment un problème de frein, il n'y a pas vraiment d'autres responsables. Ah mais si ça se trouve, toutes les spéculations qu'on fait sur leur meurtre depuis des années, ça va juste être un circulé, il n'y a rien à voir. En plus de ça, il va continuer à dilapider l'argent de l'entreprise, engrangeant de plus en plus de dettes et faisant plonger la société. Et c'est à ce moment qu'entre en scène la personne qui va venir à sa rescousse. Les connaisseurs auront la ref. La personne la plus importante pour Tony, Virginia, Pepper, Potts. Sa plus belle histoire d'amour. C'est plus compliqué que ça, du moins au début, parce qu'au moment de leur rencontre, Tony va la considérer comme un objet. Ok, le mot est peut-être mal choisi, disons que c'est le moyen justifié par la fin. Pour Tony, Pepper c'est juste ce qui permet à la société de rester à flot. Pour ce qui est de la romance, elle va surtout épouser brièvement Happy Hogan, le chauffeur de Tony, et leur relation restera très platonique tout au long des comics. L'une des seules versions où ils finiront bien mariés, ce sera la Terre 113 500, où on découvrira leur fils, Howard Stark III, oui parce que son père c'est déjà le second Howard, et leur petite fille Virginia Stark qui vivent dans un futur dirigé par le Mandarin. Je suis derrière ça. Et pour ceux qui seraient plus familiers avec le MCU, Morgan Stark, en fait c'est son cousin. Après, notre Tony va continuer à croiser des héros et surtout se les mettre à dos, en commençant par son ami de longue date, Robert Banner et sa bombe Gamma. Parce qu'il va se rendre compte, suite à la demande de Ross, que la bombe possède un blindage pour réduire l'explosion. Sauf que Banner, c'est pas le génie qu'il prétend être. Excuse-moi, je suis pas ce genre de médecin. En vrai, son blindage, il augmente la puissance destructrice, et en plus, sa bombe, elle provoque des mutations. Donc Stark et Ross, ils ont décidé de mettre fin à l'expérience, histoire que personne ne devienne un gros machin vert très en colère. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Dans un autre registre, il va se disputer avec Thor pour le simple fait qu'il a deviné que Thor était Donald Blake. Et il fera une bonne action en donnant une pièce à un Namor en pleine crise d'amnésie. Comme quoi, il peut être sympa. Mais bien entendu, l'événement le plus important pour Stark va arriver peu de temps après, alors qu'il est parti à l'Est. L'Est est une région vague entre le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Ils se sont jamais mis d'accord dans les récits. D'ailleurs, c'est pareil pour les raisons de son voyage. Parfois, c'est pour voir ses armes à l'œuvre, parfois c'est pour vérifier des installations dans la région, et parfois c'est juste parce qu'il s'ennuyait. Toujours est-il que durant ce voyage, il tombera dans une embuscade de Wang Shu, le tyran du coin où il se trouve, et qui va l'obliger à construire des armes pour lui. Et Tony, qui a des éclats d'obus dans la poitrine suite à l'attaque, va bien être obligé de lui fournir les dites armes. Tout du moins de lui faire croire, mais à la place, il construira quelque chose de beaucoup plus grand. Quand on parle de Tony Stark, il est difficile de ne pas parler de ses armures. Et ici, nous allons parler de chacune d'entre elles. Ouais, non, en fait, on va pas faire ça. Par contre, on va casser quelques croyances. Si je vous parle de la première armure de Tony, vous allez sans doute me parler de la modèle 1, gris métallique, que l'on voit autant dans les comics que dans les films. Eh bien, pas du tout, des armures, il en a déjà créé avant. Rappelez-vous, on a dit dans son enfance qu'il était attiré par les histoires de chevaliers de la table ronde, et donc sa volonté de devenir un chevalier de fer à notre époque moderne. C'est donc tout naturellement qu'il va créer sa toute première armure alors qu'il n'est qu'un enfant. Bon, c'est plus un jouet qu'une armure à l'échelle 1-1, mais ça reste le tout premier prototype d'Iron Man. Par la suite, il y aura une autre trace de prototype, et pour ça on doit revenir au voyage de Tony à l'Est, car la quatrième raison déjà évoquée, c'est pour réparer des prototypes d'armure. Oui, à vue de nez, 5 à 10 ans de retard pour la plupart des pays. Pour ce qui est du premier modèle officiel d'armure, oui, on dit modèle et pas marque. Marque, c'est la variation d'un modèle. Ça, par exemple, c'est le modèle 1, ça, c'est le modèle 2, et ça, c'est le modèle 1, mais marque 3. Ce premier modèle, donc, est très rudimentaire, principalement dû au fait qu'il a été construit à base de pièces détachées et devait uniquement lui servir à quitter sa prison, ce qui fut d'ailleurs un succès retentissant. En revanche, de retour aux États-Unis, il a dû perfectionner ce modèle, notamment en le rendant plus léger. Ouais, vu qu'il lui était passé par la tête de porter régulièrement son costume métallique, fallait qu'il soit un peu plus maniable. Le souci, c'est que Mark II a beau être plus facile à porter, ça en reste une grosse boîte de conserve fort peu avenante, ce qui est bien pratique pour effrayer ses ennemis, beaucoup moins pour rassurer les passants. Pour pallier à ce problème, Tony suit alors les conseils de sa petite amie de l'époque, Marianne Rogers, qui n'est pas une rivale de Stark Industries, c'est bien de le préciser. Par contre, elle voudra quand même tuer Iron Man parce qu'elle le juge responsable de la mort de son meilleur ami. Ah non, mais Tony, il sait les choisir.
C'est donc le Mark III qui débarque, recouvert d'une fine couche d'or afin de ressembler à un chevalier dans une armure brillante, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom d'Avengers en or. Une dernière version de cette armure, baptisée MK0, sera construite en secret des années plus tard et gardée cachée en cas de besoin. Ce modèle, pour le dire brièvement, c'est un pacemaker de luxe. Il permet à Tony de rester en vie suite à l'attaque qu'il a subie. En dehors de ça, son équipement est rudimentaire, lance-flammes et bombes fumigènes, ainsi que son plastron qui, bon, à l'époque sert surtout de grosses lampes de poche. Il améliorera son armure avec le modèle 2 qui gagnera une forme plus légère, son emblématique couleur rouge et or, ainsi que des répulseurs magnétiques à chaque gant. À partir de ce moment, l'équipement de base de chaque armure était né. Ah oui, et elle possède une règle de calcul dans le bras. Des fois qu'Iron Man devrait faire une opération mathématique très compliquée en plein milieu d'un combat. Le modèle 4 continuera dans cette lancée, et même s'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, elle sera l'armure par défaut de Tony. En somme, si son armure dernier cri venait à être détruite, c'est celle-là qu'il reprendra. Les armures suivantes auront des utilisations plus spécifiques. Le modèle 5 pour les missions spatiales, le 6 pour aller sous l'eau, le 7 pour la discrétion, le 8 étant le Silver Centurion, et hormis sa couleur argent et rouge, il a pas grand chose de spécifique. Ce qui nous amène au modèle 11 qui porte un nom que vous connaissez sans doute, War Machine. Oui, le premier War Machine c'est Tony Stark. Et oui, c'est cette armure qu'utilisera James Rhodes par la suite. Et si vous pensez que c'est le summum de l'armement... D'accord, je prends. Quoi? Le tout. Sachez que le modèle 12, aussi appelé téléprésence neuromimétique, est encore pire. Contrairement aux autres Iron Man, cette armure se contrôle à distance. Ce qui fait que l'emplacement habituellement utilisé pour mettre un corps, à la place il y a des armes. Après ça, les modèles seront surtout des redites des modèles précédents. Il y a plusieurs versions spatiales ou aquatiques. C'est plus vite la technologie qui va changer. Par exemple, là, c'est toutes les variations de la technologie Argonaute. Mais il y a un dernier modèle plus emblématique. Vous vous souvenez de son ami qu'il a rencontré à l'école et qui a aidé à fabriquer une bombe? Eh bien la bombe, elle a explosé, et lui, il est devenu Hulk. Et vu que c'est une grosse masse de muscles en colère, Tony se devait de trouver un moyen de l'arrêter. C'est donc ainsi qu'est né le Hulkbuster, ou le modèle 13, et de son vrai nom, l'armure modulaire. Oui, à la base, le Hulkbuster, c'est juste un mode alternatif de cette armure. Comme son nom l'indique, elle est modulaire, le casque, les bottes, les épaules, tout peut être changé individuellement. C'est un peu l'armure ultime, et même si sa force est plus puissante que toutes les autres armures, estimée à 170 tonnes, ce n'est pas sa seule caractéristique. Elle possède un détecteur de rayons gamma pour localiser son ami vert, un équipement de microchirurgie, certaines parties de l'armure sont faites en adamantium, l'un des métaux les plus résistants de l'univers Marvel, et elle est capable de générer des champs gravimétriques et électromagnétiques, pour faire simple. D'ailleurs, cette dernière partie va me permettre de répondre à un débat qui revient souvent sur la toile, à savoir qui est-ce qui gagne entre l'homme de fer et le maître du magnétisme Magneto. Voyez-vous, je pense que ce qui vous terrifie tellement, c'est moi. Alors, on va passer outre le fait que celui qui gagne, c'est celui que l'auteur décide, que narrativement, celui qui a le moins de chances de gagner a le plus de chances de l'emporter, et que si un personnage ne peut pas être vaincu par un autre, c'est que ce personnage est très mal construit. Tout ça pour se concentrer sur cette armure, et me demandez pas le modèle, il est jamais précisé. Mais cette armure, elle a été spécialement créée pour contrer Magneto et ses pouvoirs, ce qui est assez inutile, parce que toutes ces armures sont de base immunisées contre les manipulations magnétiques. Mais bon, si ça l'amuse de rajouter une armure à sa collection, et plus précisément, son armure anti-Magneto, elle marche comment? Alors c'est jamais expliqué comment est-ce qu'elle fonctionne, mais Magneto fait référence à lui comme étant l'homme caoutchouc. Donc pour le battre, Iron Man a dû devenir le bonhomme Michelin. Ça sonne bien, c'est assez vendeur, même si c'est techniquement inapproprié. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grimspeaker, pour vous servir.